Bonjour, c'est Japanman et bienvenue pour cette vidéo lecture manga du mois de juin 2025. Donc dans cette vidéo, on va passer en revue les mangas que j'ai lus pendant le mois de juin 2025, comme le titre l'indique. Et je vais vous donner mon avis, mes impressions, et des fois je pars dans des tangentes incroyables où je dis n'importe quoi, mais c'est pas grave, c'est parti. On commence avec les tomes 16 à 19 de Fairy Tail 100 Year Quest, 100 Years Quest, faut pas oublier le S. Donc, une série qui est la suite de Fairy Tail, vous l'avez peut-être, certains d'entre vous, découvert récemment parce qu'il y a eu l'anime qui est sorti il y a pas trop longtemps. Voilà, donc une suite de Fairy Tail plutôt sympa je trouve, qui est plutôt digne de l'œuvre d'origine, même s'il y a 2-3 petits couacs par-ci par-là de retcon, de cohérence, machin, mais vu que c'est la suite ça passe. Voilà, c'est un truc dont j'ai déjà parlé souvent, c'est s'il y avait eu certaines des erreurs qu'il y a dans Fairy Tail 100 Year Quest, s'il y avait eu les mêmes dans Fairy Tail tout court, j'aurais vraiment été dégoûté. Mais dans 100 Year Quest, je trouve que ça passe, parce que c'est la suite. Allez, tu veux faire un petit retcon, tu veux rajouter un pouvoir à Gemini, allez vas-y, rajoute-lui un pouvoir, c'est pas grave. C'est un peu facile, mais c'est la suite, raconte ton histoire, vas-y. Voilà, donc ça, c'est à peu près la base de ce que j'en pense, mais c'est quand même une super bonne suite. Il y a plein de trucs sympas et d'éléments qu'on aurait peut-être même pour certains aimé voir dans la série principale, tellement c'est intéressant. Alors l'histoire avance, hein, mais si jamais vous n'avez pas suivi mes autres vidéos lecture du mois, moi mon but c'est pas vraiment de spoiler, donc je vais pas rentrer dans les détails de ce qui se passe. Mais il y a 2-3 trucs intéressants, notamment on se rend compte que la série n'a pas peur. Alors je vous parlais de retcon tout à l'heure, mais c'était des retcons un peu maladroits dont je parlais. Là visiblement il y a une sorte de retcon volontaire et plutôt intéressant sur Jelal par exemple. Donc je vais pas vous dire ce que c'est, mais on apprend un truc sur le background de Jelal qui était inattendu. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait du lore sur Jelal dans 100 Year Quest, mais du lore qui revient sur un truc qu'on pensait savoir, à part si j'ai raté une info quelque part ou si ma mémoire me joue des tours, mais voilà, on apprend une petite info sur Jelal à laquelle je m'attendais pas. Mais l'autre truc qui m'a beaucoup marqué dans ces tomes-ci, c'est qu'on voit, alors, je suppose spoiler, mais ça vous spoil pas l'intrigue, on voit Kinana. Si je me trompe pas de nom, hein. Kinana. Est-ce que vous voyez qui c'est Kinana? Si vous avez lu le manga, à part si je me mélange les pinceaux encore une fois, normalement vous voyez pas qui c'est. Parce qu'il me semble, hein, mes souvenirs sont peut-être flous, il me semble que Kinana c'est un personnage des filler. C'est un personnage filler de l'anime. C'est en gros, pour ceux qui connaissent pas, du coup, qui n'ont pas vu l'anime, en espérant qu'encore une fois je me trompe pas et que je me mélange pas les pinceaux, mais Kinana c'est Kubelios, mais qui a pris forme humaine, ou qui avait une forme humaine depuis le début, enfin je sais plus, c'est un peu bizarre. Mais voilà, et donc en gros dans les fillers de Fairy Tail, à un moment t'as un arc dans lequel un des personnages, c'est un membre de la guilde, enfin une membre de la guilde en l'occurrence, qui est Kinana, et on découvre que c'est Kubelios. Et du coup c'est drôlement inattendu de la voir dans le manga, et c'est pas genre un caméo, elle est dans le fond d'une scène, hein. C'est vraiment, on parle frontal de Kinana. Et du coup ça m'a beaucoup surpris. Après faut dire aussi que c'est pas la première fois qu'on a un caméo de ce genre un peu décontenançant, parce qu'il y avait aussi eu plutôt, je me souviens dans le manga, à un moment on voit la prêtresse du phénix, mais on la voit un peu dans le fond, c'était un peu un caméo, un peu machin, parce qu'il était question de personnages qui étaient morts plus ou moins, enfin voilà, c'est un peu compliqué. Mais du coup la prêtresse du phénix, pour ceux qui savent pas, qui est un personnage, enfin je sais même pas si c'est vraiment son nom, mais vu que le film s'appelle comme ça, c'est un personnage du premier film Fairy Tail, il y en a eu d'autres films Fairy Tail, et du coup voilà, c'est surprenant de la voir elle aussi à la base, parce que c'est un personnage a priori non canon. Après rien n'empêche les films d'être canon, mais le standard dans les films d'animé généralement c'est que ce soit pas canon, ou que ce soit ambigu en tout cas. Et donc là j'étais surpris de les voir ces personnages faire des caméos, mais là avec Kinana vraiment c'est frontalement, elle est nommée, elle est en gros dessinée, il n'y a pas de, ah c'est peut-être un caméo, oh c'est pas, ça peut être canon machin. Donc du coup est-ce que ça implique que tous les fillers de l'animé sont canons? Parce que du coup ça voudrait dire que genre le délire avec les esprits parce que dans l'anime il y a un arc filler où les esprits deviennent plus ou moins méchants, il y a aussi un arc filler où t'as l'Exide qui s'habille comme un pape là, enfin voilà, il y a plein de trucs filler dans Fairy Tail qui du coup deviendraient canon. Ce serait intéressant à prendre en compte. Après est-ce que ça pose pas des soucis de cohérence ou je ne sais quoi, j'en sais rien vraiment. J'ai pas tous les fillers en tête et j'ai pas réfléchi profondément à la question. Mais c'est intéressant de noter du coup que Kinana est là.
Alors si ça se trouve, là je parle pour rien dire, parce que si ça se trouve j'ai totalement oublié, mais en fait dans le manga Fairy Tail tout court, c'est pas du tout un filler qu'Inanna elle est là depuis le début, mais ça me laisse pensif quand même, c'est-à-dire voilà, si jamais je dis n'importe quoi et que Kinana est là depuis le début, notez au moins que la prêtresse du phénix, elle c'est forcément un caméo, parce qu'il me semble pas qu'elle soit dans le manga de base, elle est seulement dans le film, donc ouais, curieux comme façon de faire, parce que c'est pas impossible, je sais que les My Hero Academia, il y a tout un flou, comme quoi c'est canon, peut-être pas, mais au moins semi-canon, genre les persos secondaires qu'on voit dans les films My Hero Academia, je crois sont censés en tout cas exister dans l'univers, etc. Ça c'est à peu près sûr. Mais bah, je dis des trucs, hein, je m'y connais pas tant que ça dans l'univers étendu du My Hero Academia. Hein. Mais voilà, tout ça pour dire que la présence de Kinana m'a beaucoup surpris. Et c'est le truc qui m'a marqué dans cet tome, alors que c'est assez secondaire, hein, c'est pour un petit chapitre sur Cobra. Mais d'ailleurs ça a des implications en fait, c'est ça qui rend le truc assez dingue, c'est que on est d'accord que ça a une application sur le développement de Cobra en tant que personnage et des trucs qui se passent dans le manga. Vraiment, quelqu'un qui ait des souvenirs plus frais que moi, si vous pouviez me dire en quoi ça pourrait influer, parce que il y a forcément, si vous voulez, un moment où ça interfère dans le développement de Cobra, par exemple, non? Enfin après, bon voilà. Je vais pas rentrer dans les détails, là je parle pour rien dire parce que comme je vous l'ai dit, mes souvenirs sont flous, donc il y a un point d'interrogation à la fin de chacune de mes phrases. Je pense que c'est le signe qu'il faut passer à autre chose, mais tout ça pour dire que Fairy Tail and Dragon Quest, c'est une suite que je trouve plutôt bien, et ça m'intrigue vraiment ces délires de personnages fillers qui deviennent canon. Ah, en vous parlant, j'ai pensé à un truc que j'ai failli oublier de vous dire. Il se passe un truc de dingue en fait dans ces tomes. Je viens seulement d'y repenser là. Bon, pour ça, je pense que je vais être obligé de spoiler. Voilà, donc je vais vous spoiler un petit détail de l'intrigue, mais qui peut-être aura des implications plus tard, on sait pas, mais à un moment, donc attention, là c'est un peu du spoil, à un moment, dans cette histoire, il y a un personnage qui peut invoquer, je crois, des personnages fictifs ou un truc comme ça. Il invoque très clairement des personnages de... Enfin, un personnage notamment de... Dead Rock. Et ça c'est dingue. Mais genre frontalement un personnage de Dead Rock. Il y avait déjà des caméos de personnages comme Plou, comme même Happy dans une certaine mesure. Enfin Happy pas dans Fairy Tail mais dans les œuvres d'après je veux dire. De personnages qui existent un peu dans tous les univers de Mashima. Mais il y a aussi l'espèce de haricot là en gélatine, je sais pas comment il s'appelle, j'ai pas lu tout Rave, mais vous voyez de qui je parle si je mets l'image. Et là il y a le personnage de Dead Rock frontalement. Genre vraiment il est là, c'est lui, et il combat. Et je trouve ça assez dingue que ce soit aussi directement référencé dans Fairy Tail. Est-ce que ça implique un multivers des œuvres de Mashima? Parce que c'est un truc qu'on s'est tous déjà demandé, parce que forcément, vu qu'il réutilise beaucoup de Chara Design, et des fois assez frontalement aussi, hein. Par exemple Happy dans Eden Zero, il s'appelle Happy aussi. Hein. RZ, bon, on se demande pas de qui elle est inspirée. Donc voyez le genre, on peut se poser la question là s'il n'y a pas vraiment un délire de multivers, parce que là ça a été vraiment très frontal comme référence. Jusqu'ici vous voyez même les réutilisations Chara Design, c'est frontal certes, mais c'est pas explicitement le personnage de Fairy Tail qui débarque dans l'histoire. Alors que là on est vraiment sur le personnage de Dead Rock qui a un rôle dans Fairy Tail. Alors il me semble que du coup c'est en tant que personnage fictif. Mais bon, s'il existe de manière aussi claire et aussi similaire à celle de Dead Rock dans une fiction, dans Fairy Tail, il y a quand même des questions à se poser. Après, en plus, si les fillers sont canons, c'est vrai que ça donne aussi matière à réfléchir sur le gang des fesses dodues, là, je crois qu'ils s'appellent, qui sont des méchants fillers dans l'animé, qui sont un peu des comic relief, mais qui, il me semble, sont basés sur des personnages de Rave. Donc voilà, là, le multivers peut-être se développe. C'est une idée que j'avais plutôt mis de côté moi, parce que en fait, quand il y a eu Eden Zero et qu'il y avait beaucoup de références, beaucoup de Chara Design et tout, la question se posait vraiment, surtout qu'Eden Zero c'était un truc sur l'espace, machin, donc si ça part en multivers à un moment, ça paraît totalement cohérent. Sauf que j'avais mis ça un peu sous le tapis parce que peu de temps après Eden Zero, bah, il y avait sorti Fairy Tail Heroes, Fairy Tail n'importe quoi, Hiromashima Heroes, pardon. Et Hiromashima Heroes, c'était un crossover entre Rave, Eden Zero et Fairy Tail, mais qui n'était pas canon. Donc je me suis dit, s'il fait un crossover pas canon, c'est qu'il compte pas balancer du multivers dans Eden Zero. Enfin, en tout cas, pas du multivers en rapport avec Fairy Tail ou Rave. Sauf que là, du coup, je me repose la question, est-ce qu'à un moment, on va avoir
un multivers canon entre Rave, Fairy Tail, Dead Rock et Eden Zero, voire d'autres petites œuvres. Hein, je vous les mets à l'image, mais il y en a 2-3 autres qui pourraient, œuvres de Mashima qui pourraient s'intégrer à ce multivers sans trop de problèmes s'il y en avait un. Donc intéressant quoi cette histoire, avec d'un côté les fillers et de l'autre le peut-être multivers avec à minima Dead Rock. C'est un peu bizarre, je vous cache pas que... Est-ce que Fairy Tail se diluerait pas un peu? Mais encore une fois, le fait que ce soit la suite, ça permet de faire des trucs comme ça sans que ça me gêne trop. Parce que vous voyez forcément, si Fairy Tail tout court était devenu au bout d'un certain nombre de tomes un truc de multivers machin qui se dilue un peu comme ça aurait été vraiment une tragédie, enfin non, enfin en tout cas ça aurait été un peu dommage. Alors que là, vu qu'on est dans Fairy Tail 100 Year Quest, bon, c'est la suite, c'est déjà un truc un peu bonus, un peu en plus, donc c'est moins grave. Mais j'espère qu'il va pas trop tirer non plus dans Unreal Quest, parce que Unreal Quest a beaucoup de qualité et c'est vraiment la suite légitime de Fairy Tail, mine de rien, donc on préfère éviter que ça se s'éparpille trop non plus. Mais pourquoi pas, genre je me dis moi, si après la fin de Unreal Quest, s'il veut continuer à exploiter ses licences préexistantes, un petit équivalent de Hiro Mashima Heroes mais en série, et qui soit supposément canon, ça pourrait être sympa par exemple. Mais bon voilà, là je balance des trucs un peu en vrac, je pars un peu trop loin, j'ai parlé trop longtemps, je balance sur Fairy Tail, on va passer au manga suivant, c'est parti. Ensuite les tomes 40, 41 et 42 de My Hero Academia. Donc là on est sur la fin en fait de My Hero Academia tout bêtement, ce qui est assez gros quand même, parce que My Hero Academia c'est un gros morceau mine de rien. C'est pour moi, j'ai l'impression en tout cas, le dernier gros shonen style héritier du Big Three, on va dire. Vous voyez l'idée un peu? C'est-à-dire que de nos jours, en fait, maintenant, ça paraît un peu absurde, je trouve en tout cas, certains seront peut-être pas d'accord, mais de se demander qui est le successeur du Big Three, vous voyez? C'est-à-dire que il y a, à une époque, où Naruto et Bleach c'était fini il y a quelques années tout au plus, quand t'avais un nouveau gros shonen qui débarquait, on se disait ah lui c'est le nouveau, c'est la nouvelle génération, c'est lui qui va prendre la place machin. Voilà, donc on pouvait se dire ça pour My Hero Academia notamment, dans une moindre mesure parce que ça avait un peu moins de succès. Enfin tout est relatif, hein, mais en tout cas visiblement ça avait un peu moins de succès. Pareil pour Black Clover par exemple. Et voilà quoi. Donc à une époque ça paraissait important de se demander qui est le successeur machin, et My Hero Academia pour moi c'est le seul qui a vraiment réussi à transformer l'essai et à vraiment se placer en successeur digne et indiscutable à l'époque où comme ça avait l'air pertinent. Alors certains me diront peut-être Jujutsu Kaisen ou des trucs comme ça, c'est vrai que le débat peut rester ouvert, mais je sais pas, ça fait tellement longtemps et il y a tellement pas eu de grosses tentatives, j'ai envie de dire enfin des tentatives il y en a sûrement eu, mais il n'y a pas eu de gros et explicites cas de révélation de trucs qui vraiment est le successeur indiscutable machin. Donc vraiment pour moi c'est vraiment l'œuvre qui a réussi à se placer dans ce carcan de successeur du Big Three, et qui a réussi à se placer en licence phare. Voilà, des figurines My Hero Academia t'en trouves partout au même titre que des figurines One Piece, des figurines Naruto ou des figurines Dragon Ball de nos jours. Ce qui n'est pas le cas de tous les mangas, voilà. Encore une fois, on pourrait débattre, Jujutsu Kaisen, ça marche beaucoup aussi, tu trouves les figurines partout. Oui, je peux l'entendre, mais voilà, ce que je veux dire, c'est juste que ça s'est placé dans une période où on était en recherche de nouveaux gros shonen, et ça s'est imposé comme le nouveau gros shonen. Voilà, c'était juste pour faire un petit constat comme ça de My Hero Academia, c'est un gros truc, quoi. C'est tout ce que je voulais dire, qu'on soit d'accord ou pas sur les détails. Et du coup, c'est aussi un gros truc qu'on soit arrivé à la fin, là, parce que mine de rien, comme j'ai dit, c'était un gros morceau. Alors, je vous cache pas, moi, que perso, j'étais un peu inquiet vis-à-vis de la fin. Pourquoi? Parce que je croyais, enfin j'avais peur surtout de m'être fait spoiler. Et en fait, non. C'est un peu marrant. Je sais pas si vous vous souvenez. Alors, je suppose que c'est un semi-spoil parce que je vous spoil un truc qui, du coup, n'est pas arrivé. Du coup, ça vous dit un truc qui ne s'est pas passé. Du coup, ça vous spoil indirectement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, potentiel spoil indirect sur la fin, la situation de fin, hein, pas le combat de fin ou je sais pas quoi, mais genre après qu'ils aient battu le méchant. Oui, désolé, ils ont battu le méchant, je pense pas que c'est un spoil ça. Enfin, j'espère. Enfin, quoique ça dépend de l'œuvre, mais pour un My Hero Academia, ça me paraît. Enfin, voilà quoi, voilà. Je vais arrêter de parler parce que je m'enfonce, j'ai l'impression, mais
Tout ça pour dire que... ouais voilà, je sais pas si vous avez vu en fait sur Twitter... aux alentours de l'époque où les Américains, eux, auraient eu la fin, par exemple, ou les lecteurs de scan, ou enfin vous voyez, où nous on n'avait pas encore tout à fait la fin, mais pas en relié en tout cas, mais les gens dans le monde l'avaient déjà, il y avait tout un mème comme quoi Deku travaillait à McDo. Et donc moi je me suis dit, donc j'ai vu du coin de l'œil ce mème, même si j'ai essayé d'éviter forcément les trucs liés à My Hero Academia qui pourraient me spoiler, mais bon du coin de l'œil je l'ai vu, et en gros ce mème, je me suis dit, oh non, ça m'a spoilé. C'est genre à la fin il perd ses pouvoirs et du coup message un peu en mode il faut recommencer du début mais tout est possible, il part travailler à McDo. Et du coup voilà, j'étais un peu dégoûté de m'être fait potentiellement et très probablement spoiler la fin, sauf que c'est pas le cas en fait. Il travaille pas à McDo à la fin, ou à équivalent hein. Donc non en fait c'était pas un spoil, c'était juste un mème, c'était vraiment juste un mème. Des fois tu te demandes, des fois voilà, souvent les trucs ont une part de vérité. Donc content de pas m'être fait spoiler au final, mais voilà, j'avais un peu ce côté oh non, c'est bête, je me suis un peu gâché la fin à cause des mèmes et des trucs comme ça. Et en fait non, heureusement. Donc voilà, c'est la fin d'un manga comme d'habitude, hein, c'est à moitié triste, à moitié content, à moitié mélancolique. Voilà, souvent quand tu finis un manga, d'un côté la fin elle est bien, ça va, elle est cool en fait, et puis t'as la conclusion que t'attendais depuis tout ce temps, depuis que t'as commencé la série. De l'autre côté, il y a toujours ce petit truc qui a pas été exploité, ce petit truc qu'on t'a pas expliqué, ce petit personnage que tu revois pas dans les pages de fin parce qu'on l'a oublié, ce petit détail qui est pas mis en place dans l'épilogue, voilà, ces petits trucs qui rendent triste aussi, et qui te dit ah la fin aurait pu être mieux quand même sur tel point, machin, machin, et en même temps, en plus de tout ça, t'as ce feeling de ah c'est fini. Ça me manque déjà en fait. Vous voyez cette petite mélancolie de oh là là en fait c'était bien, j'aimerais bien voilà, j'aimerais bien le relire là en fait là tout de suite, mais ce serait too much, mais j'aimerais bien quand même. Voilà, il y a un peu cette idée là. Donc voilà, My Hero Academia, je vais pas spoiler la fin bien entendu, si ce n'est qu'il travaille pas à McDo, désolé si c'était le truc que vous vous demandiez. Mais c'est une fin digne de ce nom je trouve, l'épilogue est sympathique, et je suis content qu'ils aient pas mis totalement de côté certains aspects, voilà, je vais pas rentrer dans les détails, mais je le dis comme ça c'est dit. Et à mon avis on va en entendre encore parler de My Hero Academia, parce que comme j'ai dit c'est une grosse licence qui s'est imposée comme un des mastodontes du Shonen Jump. Donc on va sûrement avoir un spin-off, une suite ou je sais pas quoi d'ici quelques années. Maximum. Ah bah d'ailleurs en parlant de spin-off tout ça d'ici quelques années, là on a quoi? On a le tome 6 de My Hero Academia Team Up Mission, parce que oui, c'est un peu dommage niveau timing, mais c'est le seul spin-off de My Hero Academia qui n'est pas encore fini, en tout cas en France, je crois dans le monde aussi, hein. Mais du coup bon bah voilà, tu finis de lire les tomes de My Hero Academia, tu te retrouves quand même avec un petit Team Up Mission sur le côté, qui du coup pour une fois était bienvenu, enfin pour une fois entre guillemets, parce que forcément en fait My Hero Academia Team Up Mission c'est le genre de spin-off inoffensif qui est sympathique, mais je me presse pas pour le lire quoi, vous voyez, c'est pas le truc du siècle. Du coup généralement je le lis pas à contre-cœur, faut pas abuser, mais je le lis en mode bon bah faut bien le lire. Et là du coup pour le coup il est un peu plus bienvenu, parce que vu qu'il vient après la fin de My Hero Academia, enfin dans ma lecture à moi en tout cas, bah t'as un peu, quand t'as fini le manga tu te dis ah j'aimerais bien quand même me replonger un peu dans l'univers un peu mélancolique tout ça, et puis du coup bah qu'est-ce que t'as après? T'as un peu d'univers, donc ça c'est cool, t'as un peu de My Hero Academia. Donc voilà, pour le coup il remplit pile sa fonction. On pourrait aussi voir la chose dans l'autre sens et se dire que c'est un peu dommage de lire un spin-off sans conséquence après avoir lu la grande conclusion de l'histoire, ça aussi je peux l'entendre, et il y a une part de ça aussi dans mon expérience de lecture. Mais bon voilà, My Hero Academia Team Up Mission, le spin-off le plus inoffensif de tout My Hero Academia. Je vous le conseille uniquement si vous êtes fan, ou si vous aimez les persos, ou si vous êtes complétionniste de la licence. Mais il vous fera pas de mal quoi, c'est pas... si vous aimez My Hero Academia et que vous êtes fan des persos, voyez-le comme une petite dose de fan service, une petite dose d'épisode filler entre guillemets. C'est tout à fait sympathique, il y a des petits trucs sympas, on s'amuse bien. Ensuite, le premier tome de Free Ren, donc le fameux, parce que oui, on en entend drôlement parler, je trouve, ces dernières années de Free Ren, ça a vraiment été un gros succès. En tout cas sur le net, ça fait parler. Donc là, c'est l'offre découverte à 3 €. Alors ce tome, j'ai acheté pourquoi? Parce que il me fallait un tome de Kiun pour avoir les cartes
qui own ces cartes-là, les cartes All Stars pour l'anniversaire, je crois. Et donc du coup, bah, je me suis dit, s'il me manque un tome pour avoir ça, et que Frieren, qui fait partie des séries qu'on peut acheter pour avoir ces cartes, coûte 3 €, bah écoute, fais-toi plaisir, découvre un petit truc, et comme ça tu auras tes cartes. Du coup, j'ai enfin pu découvrir donc, cette série qui avait très appréciée, très plébiscitée ces derniers temps. Et pour ce premier tome était sympathique. Je pense que j'ai pas encore vu tout le potentiel de la série parce que pour l'instant, ça reste assez contemplatif, on va dire, comme série. Je me doute qu'il y aura quand même un poil plus d'action, un poil plus de comédie peut-être et tout ça. Un ou deux persos qui vont rejoindre la bande, etc. au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire. Pour l'instant, on est sur une petite histoire sympathique. Ça m'a pas remué quoi. Enfin, après c'est peut-être parce que je m'attendais, vu qu'on en avait beaucoup parlé sur le net, de cette dynamique de une elfe qui vit longtemps et qui du coup contemple un peu sa vie qui passe, etc. Mais voilà, c'était pas transcendant pour moi pour l'instant. Ça n'avait pas été le coup de cœur absolu qu'on pouvait peut-être s'imaginer en voyant à quel point c'était populaire. Après, voilà, je suis pas fermé moi à ce que la suite soit drôlement intéressante. Ça a du potentiel, clairement. C'est une histoire de fantasy. Ah oui, je vais vous raconter de quoi ça parle, vu que c'est un tome 1. C'est l'histoire, en gros, d'une elfe qui fait partie d'une bande d'aventuriers qui ont battu le roi démon. Et on va suivre sa vie, grosso modo, plusieurs dizaines d'années après qu'elle ait quitté son équipe et qu'ils se soient toutes séparées. Et on va en gros constater que la vie d'un elfe, c'est assez particulier, parce que du coup... Parmi les humains, ses amis vieillissent et pas elle, et les temps changent et les choses évoluent. Et voilà, pour l'instant c'est ça. Pour l'instant c'est une elfe qui doit apprendre à... Enfin apprendre. C'est un personnage qui peut être assez inexpressif par moment, mais qui a quand même des émotions au fond. Donc c'est compliqué de savoir à quel point elle apprend, à quel point, voilà, comment elle gère ses émotions. Mais en gros c'est vraiment un personnage qui apprend à gérer ce côté... les humains meurent plus vite que moi, les choses évoluent beaucoup pour eux alors que pour moi c'est pas si longtemps que ça, enfin voilà. Il y a vraiment ce côté là. Je sais pas à quel point ça va être exploité, parce que là il se passe des choses quand même, il y a des personnages qui apparaissent, des trucs. Est-ce que, je me demande du coup, je vous demande pas de répondre, hein, je veux pas de spoil, mais est-ce que, on peut se demander, est-ce que plus tard dans la série il va y avoir encore une ellipse? Est-ce qu'on va se retrouver avec vraiment voir des personnages qu'on a vu débarquer dans ce tome 1 mourir dans 60 ans? Est-ce que ça va se passer ça? Ça peut être intéressant, parce que si vraiment ça se fait sur le très long terme, cette série, ça peut être sacrément triste par moment. Donc voilà, là j'anticipe un peu, je me fais des petites idées dans ma tête, mais il y a du potentiel. Après, même si ça reste une série qui se centre sur l'époque à laquelle on est vers la fin de ce tome 1, ça me va aussi, ça peut être sympathique. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est pas encore une révélation de mon côté, mais c'est sympa d'avoir découvert et je suis content de voir ce que ça donne concrètement. Ensuite, le tome 19 de Chainsaw Man. Alors Chainsaw Man, c'est une série que j'ai énormément appréciée au début. Et je vous cache pas que quelque part vers le milieu de la partie 2, j'ai l'impression d'avoir déconnecté quand même. Alors, depuis quelques tomes, ça repart sur quelque chose que j'estime assez intéressant et je trouve que ça se débloque un peu pour moi. Mais je vous cache pas que le fait d'avoir un peu déconnecté au milieu de la partie 2, ça fait que j'ai un peu de mal à contextualiser pleinement certains trucs qui se passent, à vraiment avoir pleinement en tête qui était le personnage, machin. Et c'est quelque chose que je peux trouver un peu dommage quand même. Parce que du coup j'ai du mal à pleinement apprécier cette histoire, et j'ai l'impression que vraiment il y a un moment où c'est passé de génial à oh sympathique, bon d'accord. Voilà, je vous avoue que pour moi, il faudrait qu'il y ait vraiment un regain d'intérêt très net pour que je me sente vraiment pleinement investi comme je l'étais au début. Après, ça reste sympathique dans tous les cas, mais il y a forcément 2-3 passages où je me dis est-ce que j'ai pas un peu déconnecté? Voilà, c'est tout. C'est pas, je vous dis pas que c'est pas bien, je vous dis pas que j'ai pas aimé, mais je me sens moins impliqué qu'au début en fait. Et ça, je trouve ça un peu triste parce que vraiment la partie 2 me paraissait très prometteuse au début. Et il y a vraiment genre un petit ventre mou, je trouve, au milieu qui m'a un peu décontenancé, où je trouve qu'il y a 2-3 trucs qui sont pas extrêmement bien expliqués. Après c'est peut-être aussi moi qui ai des trous de mémoire ou ce genre de choses, ça arrive, hein, mais... Ah, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu perdu vers le milieu de la partie 2, et du coup là, ça reprend un peu, mon intérêt regagne, mais
en douceur quoi. Ensuite le tome 21 de Stranger Case. Stranger Case, série qui je suppose est sous-estimée parce que c'est un manga que, comme j'ai déjà dit dans une précédente vidéo, j'ai tendance à devoir commander. Donc en gros, la librairie où je vais quoi n'a pas l'air d'en vendre des masses. Et c'est vraiment dommage que ce soit potentiellement, hein, après c'est peut-être juste ma librairie à moi, mais c'est dommage que ce soit potentiellement sous-estimé parce que je trouve que la qualité est là et elle est assez consistante depuis quelques tomes là. Vraiment les histoires sont très intéressantes, très bien amenées, tout ça. Donc je vais résumer de quoi ça parle vite fait parce que comme j'ai dit, je soupçonne que ça soit sous-estimé. C'est l'histoire en gros d'une détective plus ou moins, mais qui est spécialisée dans tout ce qui se passe en yokai. Et qui est plus ou moins la déesse des yokai. Donc en gros elle règle tous leurs problèmes et tout ça. Et quand le monde réel et le monde des yokai s'entrechoquent, c'est à elle de régler le problème en gros. Et du coup généralement ça implique de inventer une vérité pour pouvoir justifier ce qui s'est passé à cause des yokai sans devoir parler des yokai, parce que dans le monde réel les yokai ça ne passe pas comme argument juridique par exemple hein, s'il y a eu un meurtre. Donc voilà, donc en gros, elle va devoir gérer les affaires surnaturelles tout en leur trouvant une explication généralement fausse, enfin un mensonge qu'elle invente, mais ultra crédible. C'est pour ça le côté un peu détective, mais un peu détective à l'envers dans un sens, vous voyez. Donc, exemple, qui ne spoil pas, qui n'est pas tiré directement d'une histoire, ou peut-être que si, mais en fait non, mais peut-être que si, haha, je laisse le suspense comme ça, voilà, c'est pas un spoil quoi. En gros, imaginons par exemple il y a un meurtre, un yokai est impliqué sans faire exprès, et ben elle peut pas dire ah c'est le yokai qui a fait ça, il faut qu'elle invente un truc qui nuit au moins de personnes possible mais qui soit ultra crédible et non seulement qu'elle l'invente mais qu'elle convainque les gens concernés que c'est le cas. Donc du coup il faut que son mensonge soit vraiment convaincant, enfin voilà, c'est ça un peu le délire. Et vraiment il y a des histoires très impliquantes je trouve dernièrement, c'est très intéressant. Et je vous le conseille, et vraiment cette série, je l'aimais bien déjà de base, mais elle remonte dans mon estime je trouve ces derniers temps, l'histoire devient vraiment intéressante je trouve. Ensuite le dernier tome, donc la fin de World's End Harem, donc qui du coup là est nommé World's End Harem Afterworld parce qu'on est dans la partie 2. Et puis, est-ce qu'on en parle de cette partie 2, je vais partir là-dessus. La partie 2, je me suis demandé, parce que surtout quand on approchait de la fin, à quoi elle servait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, dans la partie 2, en gros, on se centre sur un deuxième protagoniste, qui a son deuxième regroupement de personnages qui tournent autour. Enfin voilà, c'est vraiment comme si on repartait avec un nouveau protagoniste. Et plus on approche de la fin, et plus je me disais, quel rôle va jouer ce protagoniste dans la résolution finale, parce qu'il n'avait pas l'air de s'approcher tant que ça des enjeux à très grande échelle qu'il peut y avoir dans World's End Harem. Et finalement, ben, il s'en approche pas tant. Au final, il est pas tant impliqué que ça, c'est vraiment la fin de World's End Harem, mais ça implique surtout les personnages de la partie 1 finalement. Donc, voilà, cette partie 2 était-elle vraiment utile ? En un sens oui, parce que ça fait plus de la série, voilà, tu vois plus de persos, machin, ça développe un peu l'univers, mais c'est vrai que si on se centre pleinement sur l'intrigue qui a été mise en place dès le début, la partie 2 est assez accessoire, honnêtement, à part cette fin du coup et 2-3 éléments qui sont glissés par-ci par-là, mais c'est vrai que le protagoniste de la deuxième partie et les personnages féminins qui tournent autour n'étaient pas tellement nécessaires à la résolution de l'histoire, donc voilà, c'est peut-être un peu dommage si vraiment ce qui vous intéressait c'était le plot sur la géopolitique et le pourquoi du comment du virus, etc. C'est vrai que la partie 2 c'est un peu éparpillé du coup de ce point de vue là. Après moi j'aimais bien le côté très comédie romantique un peu plus basique que pouvait avoir la partie 2, donc moi ça me dérangeait pas personnellement, mais je peux comprendre que si c'est vraiment l'intrigue qui vous intéressait, vous puissiez avoir l'impression qu'il y a eu un autre animé qui s'est glissé dedans en plein milieu, enfin un animé, là un manga en l'occurrence, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Sinon en bilan de la série World's End Harem, série très sympathique, qui a su être aux frontières du ecchi tout en proposant une histoire très intéressante je trouve. Enfin en tout cas c'était très intriguant au début. Après c'est vrai qu'au bout d'un moment tu sens que la série s'éloigne un peu du mystère qui a été mis en place au début, donc l'intrigue est peut-être un peu moins intéressante, mais le fait de s'être attaché au personnage entre temps, moi m'a maintenu, en plus moi j'aime bien la romance, donc forcément ça joue, mais voilà, une série qui pour moi a su se placer dans les ecchi à la fois les plus extrêmes et les plus intrigants, donc
ça vaut le coup d'œil si vous aimez bien le ecchi. Ensuite, le tome 12 de World's End Rime Fantasy. Alors, World's End Rime Fantasy, qui, pour le coup, vu qu'on parlait juste avant de World's End Rime tout court, s'annonce, je pense, plus fermement intéressé à l'idée de faire en sorte que son deuxième protagoniste, parce que oui, il y a un deuxième protagoniste aussi dans World's End Rime Fantasy, soit un pivot de l'intrigue, parce que justement, dans ce tome-ci, sans rentrer dans les détails, hein, on a un peu un croisement, enfin, entre le premier protagoniste et le deuxième protagoniste, donc on va voir un peu où ça va. Après, ce deuxième protagoniste, comme je l'appelle, il n'a pas été mis en avant depuis si longtemps que ça, donc c'est peut-être pas le deuxième protagoniste, c'est peut-être juste qu'on s'est intéressé à un personnage secondaire pendant un petit moment, mais la façon dont il est présenté, et quand tu fais le parallèle avec World's End Rime tout court, tu vois bien que c'est un peu l'équivalent du deuxième protagoniste, quoi. Donc, intéressant, c'est une histoire de fantasy très très bien amenée, je trouve, World's End Rime Fantasy. Après, il y a du ecchi comme dans World's End Rime tout court, donc faut aimer, hein, c'est toujours le problème, mais vraiment, pour moi, c'est pas un problème du coup, et je trouve que cette série de World's End Rime Fantasy, ça me dérangerait pas que ça dure plus longtemps, parce que pour le coup, l'intrigue, elle n'est jamais perdue de vue, et il y a vraiment de la géopolitique et des trucs comme ça qui moi, m'intriguent vraiment beaucoup. Donc, pressé de voir où ça va, j'espère que ça durera assez longtemps. Après, si ça dure autant que World's End Rime tout court, ça me va, mais si ça dépasse son aîné, entre guillemets, ça me va aussi. Ensuite, le tome 10 de Goodbye Dragon Life. Donc là, on est surtout sur du gros combat contre le gros méchant. Enfin, pas le gros méchant de toute la série, peut-être, mais je veux dire un gros méchant important. Aussi, il y a pas mal de drama personnel, de trucs comme ça, mais on est surtout dans une phase, en gros, de bataille. C'est ce que j'essaye de vous dire, quoi. Où c'est combat contre des méchants et enjeu personnel très important. Ce qui est arrivé assez rapidement, mine de rien, à l'échelle de l'arc. Parce que l'arc a commencé il y a quoi, 2 tomes. Et après, je me rends compte qu'on est au tome 10, donc c'est vrai que les arcs de Goodbye Dragon Life ne doivent pas durer 30 tomes en soi. Mais voilà, Goodbye Dragon Life, petite série sympathique. Si vous aimez bien tout ce qui est fantasy, tout ça, c'est une série totalement décente, il n'y a pas de problème. Après, c'est pas la série que je conseillerais à tout le monde, c'est vraiment si vous aimez bien la fantasy, parce que ça peut être un peu maladroit par moment, enfin, pas tellement maladroit, mais vous voyez, c'est pas la série la plus engageante de l'univers non plus, mais ça reste une série très sympathique, et je la conseille à quiconque aime bien tout ce qui est dragon, notamment. Ensuite, Interspecies Reviewers, donc une série dont l'inventivité ne cessera jamais de m'étonner. Vraiment, c'est une série, sur le papier, ça devrait s'être essoufflé depuis tellement de tomes, mais ils arrivent toujours à trouver le petit truc qu'ils n'ont pas encore fait, le petit truc un peu rigolo, le petit truc auquel tu t'attends pas dans un monde de fantasy, mais qui fait sens au final. Voilà, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est l'équivalent ecchi de ce que Glouton et Dragon est à la cuisine. Voilà, pour vous faire l'image, c'est vraiment ce côté, on te montre les personnages de fantasy et les races du monde fantastique et tout ça, sous un autre angle que tu n'avais pas l'habitude de voir. Voilà, dans Glouton et Dragon, c'est la cuisine, dans Interspecies Reviewers, c'est le ecchi. C'est vraiment la meilleure comparaison que j'ai, et je trouve qu'elle est très pertinente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, mais c'est vraiment inventif, donc... moi perso je trouve ça toujours très amusant, donc voilà, après c'est pas pour tout le monde, mais si ça vous intéresse, je vous le conseille. Et on va enfin pouvoir conclure avec le dernier manga de cette vidéo, A Fantasy Lazy Life tome 16. Donc A Fantasy Lazy Life, ça ne change pas, c'est toujours de la géopolitique principalement, donc des gens assis sur des fauteuils qui discutent. Pour le coup la couverture est très représentative. Non mais sérieusement, c'est vrai, on pourrait s'attendre à ce que ce soit plutôt un truc de isekai un peu pouvoir machin au tout début quand tu lis le synopsis. Vraiment c'est juste de la géopolitique, il n'y a vraiment pas grand chose de plus. Alors il y a des pouvoirs magiques et tout dans cet univers, hein, mais c'est vraiment de la géopolitique dans un univers de fantasy. Pour le coup là il n'y a plus vraiment de doute, ça fait 16 tomes que je me dis c'est vraiment que de la géopolitique tout le temps. Et c'est ça, en gros, voilà. Bon, il y a un peu de développement de personnages aussi, hein. Je vous dis pas que c'est ennuyeux ou quoi que ce soit. Moi, je trouve ça toujours intéressant, et je trouve ça assez fascinant d'ailleurs que ça arrive à rester intéressant, alors que c'est relativement lent dans le rythme, c'est assez particulier comme série. Mais voilà, c'est une histoire de géopolitique dans un monde fantasy, avec un gars qui s'est fait isekai. C'est ça l'histoire, en gros. Et c'est intéressant, mais du coup, genre si je devais vous parler du scénario, je pourrais là vous dire qu'il y a des histoires de peut-être il y a un pays de l'autre côté de la mer qui va peut-être faire la guerre machin, donc faut se préparer, mais on n'est pas sûr, mais on déduit des trucs et machin. Mais
est-ce que ça aurait un intérêt de vous raconter ça? Je suis pas sûr. Voilà, si vous aimez bien tout ce qui est géopolitique, jeu de pouvoir, machin, mais dans un univers un peu médiéval, etc., ça peut être votre truc, mais c'est pas un manga guerrier non plus. Hein. Vous allez pas voir beaucoup de batailles ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste ah, il faut qu'on fasse une alliance avec le pays d'à côté, va les voir, et puis propose-leur de leur échanger telle marchandise, mais en même temps, essaye de devenir ami avec la princesse, enfin, c'est vraiment des délires comme ça. Donc voilà, c'est sympathique, mais il y a rarement grand chose à en dire, je pense, si vous avez vu les vidéos depuis longtemps, vous le savez, mais toujours sympathique. Ok, donc voici la lecture de ce mois-ci, donc c'était plutôt rempli, mine de rien. Alors je dis ce mois-ci, mais petit spoiler, hein, vous n'aurez pas de vidéo pour juillet, et je sais même pas si vous en aurez une pour août, parce qu'au moment où je tourne, en fait, on est en août, ouais, désolé, le retard et moi, c'est une grande histoire d'amour, visiblement, mais voilà. C'est une lecture plutôt complète, mine de rien, il y a vraiment pas mal de séries, mais on notera que... Ah non, il y a Frieren, c'est vrai, c'est Frieren. C'est une nouveauté ça. J'allais dire il y a que des trucs, des continuations. Il y a une nouveauté mine de rien. Voilà, j'aime toujours moi découvrir des petites nouveautés comme ça, donc c'est sympathique à noter quand il y en a. Voilà, donc fin quand même de 2 séries, hein, World's End Harem et My Hero Academia. C'est toujours un événement en tant que lecteur quand t'as des séries qui se terminent. Hein. Donc, bah au revoir à ces 2 séries. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quoi que ce soit à en dire, n'hésitez pas, il y a les commentaires. C'était Japanman, à plus.